heureux que vous vous joigniez à nous pour le webinaire qui traite de l'évaluation en mode virtuel avec l'AEPS et l'IA. Alors, je suis Carmen Dionne, je suis professeure au département de psychoéducation à l'Université du Québec à Trois-Rivières et titulaire de la chaire UNESCO en intervention précoce et aussi à la tête d'un partenariat de recherche pour l'intervention inclusive en milieu de garde. Et j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir être avec Colombe Lemire. Colombe qui est professeur au département de psychoéducation à l'UQTR et qui a une grande expérience avec les interventions naturalistes et aussi avec l'EIS. Je souhaite également prendre un moment pour vous présenter Amy Klaus. Amy qui est Marketing Manager à la maison d'édition Brooks Publishing et qu'on remercie grandement pour avoir coordonné et mis en place la possibilité de faire ce webinaire avec vous ce matin. Alors, oui, Amy? Avant de débuter, quelques petits rappels qui pourraient faciliter la vie durant la présentation de ce matin. Alors, on vous recommande tout d'abord de fermer toutes les applications autres que l'application avec laquelle vous avez besoin d'être avec nous aujourd'hui. Ça pourrait grandement améliorer la qualité de l'expérience que vous allez vivre. Vous dire aussi qu'à la fin de la présentation, il y a une période de questions. Et donc, n'hésitez pas à aller inscrire vos questions sous la rubrique questions qui est auquel vous avez accès là, sur la plateforme. De vous dire aussi que la présentation, elle est enregistrée, donc ce sera possible de voir la présentation dans un autre moment. Également, la présentation en tant que telle, donc le document de présentation, il est déjà disponible dans la rubrique documents à distribuer. Donc, vous pouvez y avoir déjà accès tout de suite. Alors, sur ce, nous allons débuter la présentation de ce matin. La présentation de ce matin s'intéresse vraiment à évaluer en contexte virtuel avec l'EIS, l'AEPS. Pourquoi on a pensé faire cette présentation-là? Mais tout d'abord, vous dire qu'il y a eu beaucoup de questions qui nous ont été posées par rapport à l'évaluation et l'évaluation spécifiquement avec l'AEPS, l'EIS. Effectivement, c'est un contexte nouveau avec lequel vous devez composer au niveau de l'intervention, que ce soit en milieu de garde, que ce soit pour les centres de réadaptation, que ce soit différents professionnels qui travaillent au niveau de l'évaluation. Vous mentionnez aussi qu'il y a une démarche qui avait été faite par l'Ordre des psychoéducateurs du Québec, justement, sur l'évaluation en contexte de pandémie. Donc, vous pouvez aussi vous référer à cette présentation qui est fort intéressante. Nous, on a voulu se centrer dans la présentation de ce matin sur quelle est la réalité quand on évalue virtuellement avec l'AEPS, l'EIS. Vraiment vous dire que ce dont on va présenter, c'est vraiment un survol, hein, on a 1 heure, c'est un survol des éléments importants qu'on considère intéressants à souligner. Bien sûr, chacune de ces parties-là pourrait faire l'objet en soi d'un webinaire et éventuellement, notamment sur l'intervention en tant que telle, il pourrait être intéressant si vous en manifestez le besoin d'avoir un autre webinaire spécifiquement par rapport à l'intervention avec l'EIS en contexte virtuel. Il y a également sur le site de la maison d'édition Brooks Publishing des webinaires en anglais qui existent, qui peuvent aussi vous donner une bonne idée de comment faire face ou comment mieux utiliser le matériel dans le contexte de pandémie sanitaire. Donc, le but du webinaire aujourd'hui est vraiment de discuter en mode virtuel de l'AEPS, l'EIS,
en présentant différentes façons d'utiliser les composantes de la EPS-EIS en mode virtuel et en explorant avec vous différentes stratégies pour faciliter la participation de l'enfant et de sa famille dans le contexte actuel. Avant d'aller plus loin, étant donné que nous ne savons pas exactement la connaissance que vous avez au préalable par rapport à l'instrument, juste vous dire quelques mots rapidement sur la EPS et le programme EIS. Alors, la EPS, qui est éditée par la maison d'édition Books Publishing en anglais et en espagnol, est un système d'intervention qui a été développé par le professeur Bricker et son équipe depuis une trentaine d'années avec des versions successives. Au Québec, actuellement, et pour le monde francophone, il y a une traduction et une adaptation qui a été réalisée en collaboration avec Christine Rivet et Charles-Albert Tavares, qui est disponible à la maison d'édition Chenelière, donc qui est en 3 volumes. Et au niveau européen, il y a également une édition qui est disponible aux éditions de Bock. Et essentiellement, quand on parle de IS, c'est un système intégré. Alors, oui, c'est une évaluation, mais c'est plus qu'une évaluation et c'est un certain type d'évaluation. Donc, on parle qu'on travaille, quand on travaille avec l'EIS, à la fois au niveau de l'évaluation du développement de l'enfant, qui va bien nous préparer, nous soutenir dans la sélection des buts et objectifs d'intervention, qui va bien nous soutenir dans la mise en œuvre des interventions et va nous permettre de faire un suivi qui est étroitement lié à l'intervention, mais également aux buts et objectifs et à la nécessité de refaire le point en continu par rapport au développement de l'enfant. Et tout ça se fait en misant sur la participation de la famille et sur la participation des autres professionnels impliqués au niveau de l'intervention. Alors, quand on pense utiliser un système intégré comme celui du EIS en contexte de COVID, on sait qu'il y a des choses qui sont différentes en contexte de COVID, mais il y a des choses qui restent les mêmes. On est dans une perspective où on croit en l'importance des évaluations attentives. Donc, de pouvoir, même en contexte de COVID, et je dirais même surtout en contexte de COVID, miser sur la cueillette de données au niveau du développement de l'enfant qui soit basé sur des comportements de l'enfant au quotidien dans ses interactions avec les gens qui sont importants. La même chose pour la collaboration avec la famille. En contexte de COVID, la collaboration à famille est tout aussi importante, de même que la collaboration entre intervenants. Donc, ce qu'on croit, c'est qu'il ne faut pas faire l'économie, parce que nous sommes en contexte de COVID, de travailler différemment en omettant l'importance d'observer l'enfant dans ses milieux de vie, de bien travailler avec la famille et de bien travailler entre intervenants avec la famille pour pouvoir mettre en place des interventions de qualité. Bien entendu, le virtuel va prendre une place importante dans notre intervention dans le contexte de pandémie. Et là, il faut s'attarder aux enjeux éthiques et déontologiques sur l'utilisation des technologies en évaluation. Alors, si on augmente nos échanges en mode virtuel, bien, il faut être très préoccupé par la vie privée et la confidentialité de ce qu'on fait avec les familles. Il faut aussi se préoccuper de l'accès au matériel informatique pour les familles ou les milieux avec qui on travaille. Ont-ils l'accès? Il ne faut pas présupposer au départ que
toutes les familles ou tous les milieux de vie ont en soi un accès optimal à du matériel informatique et une connexion Internet de très haute qualité avec une bande passante là, vraiment qui permet de pouvoir échanger sans qu'il y ait de rupture de communication. Donc, il faut considérer ces aspects-là quand on va déployer nos interventions. Et il faut donc bien suivre les règles de confidentialité et s'intéresser à la sécurité informatique. Et ça, pour ça, on souhaite vous référer également à vos propres organisations de services qui ont déjà une série de règles, de normes pour s'assurer qu'on respecte la confidentialité. Soit vos organisations, mais aussi vos ordres professionnels qui ont émis des recommandations par rapport à ces aspects. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Colombe. Colombe qui va vous discuter avec vous quand une première rencontre en contexte de COVID, à quoi devons-nous porter attention? Vas-y, Colombe. Bonjour à tous. Bien, Madame Diane l'a déjà présenté un peu toute l'importance d'avoir en tête la collaboration avec la famille. Donc, tout d'abord, quand on commence une nouvelle intervention, parce que ça va arriver aussi en contexte virtuel, que ce soit la première fois qu'on rencontre la famille. Encore plus, dans ce contexte, on doit porter une attention particulière à établir notre lien de confiance et à instaurer ces bases d'une relation de collaboration avec les parents, la famille de l'enfant. Un des premiers éléments qu'on peut aller vérifier afin de démarrer là, ce lien de confiance, c'est de dire dans quel contexte se trouve la famille. On parle d'évaluation virtuelle, on parle d'évaluation dans un contexte de pandémie. Donc, qu'est-ce que la famille vit? Est-ce qu'il y a un des parents qui est en perte d'emploi? Est-ce qu'il y a du travail à domicile pour un ou les deux parents, de la fréquentation ou non de la garderie, du milieu scolaire pour l'enfant ou d'autres enfants de la famille, donc la fratrie? Est-ce qu'il y a un membre de la famille qui est malade? Donc, de prendre le temps de regarder dans qu'est-ce que vit la famille avec laquelle on va travailler pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Change. Lorsqu'on veut évaluer virtuellement en contexte d'urgence socio-sanitaire, il y a des ingrédients clés à considérer. Le premier, c'est prioriser. C'est possible qu'on ne puisse pas faire l'évaluation comme on l'a fait habituellement lorsqu'on peut se rendre en milieu de garde, lorsqu'on peut se rendre dans la famille, lorsqu'on a accès à, par exemple, une salle où on peut faire des activités avec l'enfant. On doit faire l'évaluation autrement et dans cette optique, il faut faire des choix. Qu'est-ce qui est important à ce moment-ci de porter notre attention sur le développement de l'enfant? Deuxième ingrédient clé, s'assurer de clarifier. L'évaluation virtuelle amène des défis importants, des défis au niveau très simple, la stabilité Internet. Parfois, on se parle, ça coupe, on ne se comprend pas bien. Les gens sont dans leur milieu de vie, mais ça se peut qu'il y ait d'autres choses qui se passent. Un autre enfant qui a des besoins, vous savez, hein, vous avez fait des réunions en web, il se passe plein de choses quand on est en contact, qu'on soit en Zoom ou en Skype, mais en contact virtuel. Donc, ça se peut qu'on ait plus de difficultés à se comprendre. S'assurer d'être clair. S'assurer d'être clair au niveau de qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi l'objectif au niveau de l'évaluation et des différentes étapes dans la réalisation de cette évaluation-là. Une façon très simple, demander de reformuler aux familles. J'aimerais ça avoir dans vos mots quel est l'objectif de l'évaluation qu'on va réaliser ensemble afin de bien comprendre, afin de m'assurer que j'ai bien saisi le besoin de vous et de votre enfant. C'est un truc très simple, mais assurez-vous d'être clair, d'être bien compris, d'avoir une compréhension commune avec la famille. Par la suite, dans ce contexte qu'on vit présentement, c'est difficile de rester en contact. Donc, si on a à faire une évaluation avec les familles, s'assurer d'être accessible. Est-ce qu'on donne notre courriel? Est-ce que c'est possible de dire, bien, attendez-vous quand je reçois un courriel d'avoir une réponse dans 24, 48, 3 jours? S'assurer que les gens savent que vous êtes présent, que vous allez pouvoir assurer un suivi constant.
On évalue en contexte de la COVID le premier ingrédient clé, prioriser. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi on évalue à ce moment-ci? Est-ce qu'on a besoin, est-ce qu'il y a un besoin au niveau de l'admissibilité des services pour l'enfant? Donc, d'avoir accès à des services de deuxième ligne, des services de réadaptation. Est-ce qu'on doit documenter certaines difficultés adaptatives afin d'améliorer le fonctionnement de la famille? Ou on est dans un suivi ou encore qu'il y a eu un diagnostic, on va aller soutenir le développement de l'enfant. Si notre premier motif est l'admissibilité à des services, le programme AEPS ou Évaluation, Intervention, Suivi, le programme EIS, offre différents avantages au niveau de bonifier l'information lorsqu'on doit réaliser des évaluations normatives dans un contexte d'admissibilité à des services. En fait, il permet d'aller chercher des données qui sont solides, qui sont fiables, parce qu'on utilise des sources d'informations qui sont multiples. Qu'est-ce que je veux dire? Bien, on va aller chercher la perception des parents, des proches, ça peut être des grands-parents qui vivent avec l'enfant, des intervenants de milieu de garde. On peut faire des évaluations en ligne. L'idée, c'est d'aller chercher un ensemble de données qui va pouvoir venir bonifier les évaluations normatives qui sont réalisées aussi dans un contexte particulier. Deuxième motif, peut-être qu'on réalise une évaluation parce qu'il y a des difficultés adaptatives. Il faut se poser la question, quelles sont les difficultés principales vécues par l'enfant et sa famille? Donc, vous voyez ici encore, prioriser. Est-ce qu'il y a une perte d'habileté chez l'enfant qui présente des incapacités? Est-ce que certains comportements perturbateurs peuvent amener des difficultés au niveau du fonctionnement familial? Est-ce que l'enfant participe moins aux routines, que ce soit au niveau de l'hygiène, au niveau de l'alimentation, au niveau de l'habillage ou du déshabillage? Est-ce que son sommeil est perturbé? Est-ce qu'il y a des difficultés au niveau de l'alimentation? L'idée, c'est d'aller limiter les impacts du contexte de pandémie sur l'enfant et sa famille, qui pourrait être, par exemple, créé en raison d'une absence prolongée d'une fréquentation de milieu de garde ou d'une fréquentation scolaire. Troisième motif, on veut soutenir le développement de l'enfant. Mais encore ici, peut-être qu'il y aura des choix à faire. Quels sont les domaines importants présentement pour la famille dans le contexte? Donc, quels domaines développementaux on va considérer en premier? Est-ce que certaines routines de la vie familiale sont plus importantes à prendre en compte pour soutenir le développement et à les évaluer dans ces routines? Alors, mais maintenant, le succès d'évaluer virtuellement dépend de notre capacité à planifier et à préparer l'évaluation. Donc, on va prendre quelques moments pour bien discuter de cette planification-là. Donc, tous les efforts qui vont avoir été mis dans la planification vont rapporter d'une façon marquée au niveau de la qualité de votre évaluation en contexte de pandémie. Donc, au départ, on dit c'est important de convenir avec la famille d'un plan d'évaluation. Parce que justement, on fait l'évaluation en mode virtuel, on est dans une pratique qui est différente. Comment on va fonctionner? Donc, clarifier le déroulement de l'évaluation. Même pour vous comme intervenant, ça peut être la première fois que vous le faites en mode virtuel. Donc, pour la famille, bien, il s'agit d'une première expérience également. Donc, comment on va faire? Comment ça va se dérouler? Quelle plateforme on va utiliser? Avec quelle plateforme la famille est davantage à l'aise? Est-ce qu'on va le faire par téléphone? Qui inviter à différents moments dans le plan d'évaluation? Est-ce que c'est possible? Il faut demander de fournir par écrit des informations concernant la démarche. On est dans un contexte où on sait qu'il y a un niveau de stress un peu plus grand dans plusieurs familles du Québec. Mais le fait d'avoir accès à des informations écrites nous permet de s'assurer qu'on se comprend bien. Et comme Colombe l'expliquait tantôt, bien, quand on travaille en virtuel,
virtuel, on sait qu'il peut y avoir différents bris de communication. On sait que ça demande un certain effort pour rester concentré, pour rester engagé dans nos interventions, hein, et que de ce fait, il y a une sensibilité supplémentaire à avoir, à être très clair, à vérifier la compréhension et à donner accès à du matériel écrit qui va permettre de s'assurer qu'on se comprend bien. En même temps, ce matériel écrit-là, il faut faire un retour verbalement. Ce qu'on suggère dans le plan d'évaluation, c'est de vérifier la participation souhaitée de la famille dans le processus d'évaluation. Donc, de ne pas présumer qu'ils souhaitent y participer d'une façon X, Y ou Z. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit précédemment, cette famille-ci, à ce moment-ci du développement de son enfant ou ce milieu de garde, est dans un contexte qui a possiblement été impacté par la présence de la COVID. Donc, il faut pouvoir vérifier et avoir de l'ouverture sur la façon dont la famille veut participer au processus d'évaluation. Donc, est-ce qu'ils souhaitent compléter des questionnaires par eux-mêmes? Est-ce qu'ils souhaitent le faire avec votre aide? Est-ce qu'ils se voient filmer l'enfant dans différentes routines et partager avec vous ces bouts de vidéos qui vont vous donner accès au comportement de l'enfant et qui va vous permettre de pouvoir réaliser et cocher les habiletés au niveau du profil développemental de l'enfant. Alors, est-ce qu'ils souhaitent aussi animer des activités qui vont être enregistrées? Donc, quelle participation, quelle place la famille souhaite jouer dans le plan d'évaluation? Aussi, à quel moment on va faire la cueillette de données, mais pas uniquement faire la cueillette de données, faire un retour sur les résultats. Parce que l'évaluation comprend, bien entendu, un retour, parce que tout ça, hein, toutes les informations qu'on va chercher avec l'EIS, on va les chercher pour que ça serve de levier à l'intervention. Et en soi, l'évaluation est une intervention. Mais il faut s'assurer que si on demande un investissement de temps de la famille à nous partager des bandes vidéo, des routines, bien, on a travaillé aussi pour le retour des résultats. Et ça, ce retour des résultats-là, il faut s'assurer que, quel est le meilleur moment? Soit pour la famille, soit en termes de disponibilité de l'enfant quand on va pouvoir faire notre cueillette d'informations. Et est-ce qu'il n'y aurait pas lieu, tout dépendant des enfants et des familles, de fractionner l'évaluation en segments, de façon à maintenir l'intérêt de l'enfant et la disponibilité du père? Alors, c'est pour ça qu'on parle d'un plan, parce qu'on parle d'une séquence d'actions planifiées dans le temps, dans lesquelles on a au départ clarifié un ensemble de choses. Quand on le fait avec l'EIS, il y a différents matériels, différents composants du programme EIS qui peut nous aider qu'on doit utiliser d'une façon légèrement différente quand on travaille en contexte virtuel, mais qui peut aussi bien nous soutenir pour faire l'évaluation en contexte virtuel. Alors, on va prendre quelques moments pour ensemble regarder les différents matériels et discuter comment on peut l'utiliser en mode virtuel. Alors, tout d'abord, on a le protocole d'évaluation. Alors, l'instrument comprend différents domaines organisés en fonction de niveaux, de buts et d'objectifs. Alors, ce protocole d'évaluation-là, quand on travaille avec la famille, bien, on peut le partager à l'écran. Hein? Vous pouvez donner accès en partage d'écran en fonction des plateformes aux informations que vous avez regroupées. De la même façon, vous pouvez utiliser le protocole d'évaluation pour mettre en commun
les résultats d'évaluation des autres professionnels impliqués pour avoir un langage commun et donc faciliter pour le parent d'avoir un portrait global qui intègre, hein, qui fait une passerelle entre d'autres évaluations et le portrait qui est obtenu avec l'EIS. De la même façon que des professionnels de d'autres disciplines peuvent aussi utiliser certains domaines, documenter certains domaines en particulier, notamment la motricité ou la communication. Alors, c'est pour ça qu'on dit au départ, il faut bien planifier parce qu'à ce moment-là, on va avoir en considérer ces aspects-là dans la planification. Vous pouvez écrire hein, sur le protocole différentes informations qui vont vous aider à bien comprendre la façon dont vous êtes arrivé à mettre une cote et une note. Le rapport de la famille, alors on a le rapport de la famille, la partie 1 et la partie 2. Le rapport de la famille est une composante du EIS qui permet une implication systématique hein, et organisée de la famille dans le processus d'évaluation. Donc, vous êtes partie 1, on vous a donné un exemple ici qui concerne l'alimentation au niveau des activités quotidiennes. Alors, on s'intéresse à où, quand et avec qui votre enfant prend son déjeuner, quel type d'aliments, est-ce que la période des repas est intéressante, est agréable ou est-ce qu'elle est difficile et pourquoi. Et donc, toutes ces informations-là du fonctionnement de la famille, partie 1, peut très bien vous aider à faire ce que Colombe mettait en évidence. Est-ce qu'il y a où on en est par rapport à l'adaptation de l'enfant dans ce contexte? Quelles sont les difficultés qui sont davantage vécues actuellement en contexte de COVID? Donc, on peut en faire une utilisation. Ça peut nous donner une façon de s'assurer qu'on a un bon portrait par rapport à comment ça se déroule, comment les activités quotidiennes se déroulent pour cet enfant et sa famille. Également, la partie 2 qui, elle, comprend des informations qui sont demandées auprès des parents concernant les habiletés de leur enfant. Il faut savoir dans le rapport de la famille avec le protocole EIS, c'est que chacune des questions qui sont posées aux parents sont associées vraiment terme à terme, parce que tantôt, on a dit que c'est un système intégré. Donc, notre évaluation, elle est très, très, très étroitement associée à notre intervention. Donc, on a repris uniquement les grands buts, non pas les objectifs qu'on retrouve dans le protocole d'évaluation, mais uniquement les grands buts. Et les grands buts sont formulés d'une façon simplifiée, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire des parents des intervenants. Donc, ils sont simplifiés pour faciliter la compréhension à un ensemble de familles. Et le rapport de la famille permet d'encourager les parents à observer leur enfant dans les activités quotidiennes. Et la cotation est aussi ajustée. On n'a pas le même système. On a un système qui est simplifié avec le oui, parfois partiellement ou non. Et à la fin de chacune des sections, le parent peut identifier les priorités d'intervention. Alors, quand on dit qu'il faut prioriser, qu'un des ingrédients clés en contexte de pandémie, c'est de prioriser, bien, on a là aussi un retour du parent sur les priorités qu'eux voient. Donc, le rapport de la famille peut nous aider à faire cette analyse, mais il faut aussi s'assurer qu'on l'utilise d'une façon qui est ajustée. On peut partager le rapport de la famille avec les parents, mais quand on dit prioriser puis clarifier, il faut avoir au départ convenu de comment eux souhaitent l'utiliser. Est-ce que vous débutez avec un domaine? Est-ce que vous envoyez plusieurs domaines? Est-ce que vous faites en virtuel la complétion ensemble pour le discuter? Alors, tout ça, c'est des options qui sont possibles. Il y a également la représentation visuelle des progrès de l'enfant. Donc, on dit que c'est important de clarifier, de prioriser,
de s'assurer qu'on a une bonne compréhension, bien, la représentation visuelle des progrès de l'enfant, qui est une reprise en termes vraiment graphiques du continuum de développement en soulignant d'une couleur différente les habiletés qui sont acquises, celles qui sont en émergence et celles qui, pour l'instant, ne sont pas encore présentes dans le répertoire de l'enfant. Alors, cette représentation visuelle-là peut permettre un bon appui visuel pour qu'ensemble, avec la famille et les autres intervenants, bien, on s'entende, on comprenne, on regroupe nos informations et que ça donne un portrait qui est très parlant du développement de l'enfant. Finalement, les scénarios d'activité. De vous mentionner que les scénarios d'activité, à ce moment-ci, si vous les souhaitez, il faut nous contacter. Vous avez nos coordonnées à la fin de la présentation. Ce sont de courtes activités dans lesquelles les enfants qui ont été pensés pour faire en sorte que ça suscite l'expression chez l'enfant des habiletés que vous avez besoin d'observer pour être capable de compléter votre évaluation. Et là encore, c'est une correspondance directe avec les thèmes de l'EIS. Alors, je vous donne un exemple bien simple. Ce sont des jeux tout à fait simples, mais qui ont déjà été pensés pour vous faciliter le travail de cueillette de données. Alors, Rotépon, qui est un jeu simple avec lequel on explore le matériel lié aux petites autos, au déplacement. Ouais. Et donc, dans ce cas-ci, chacune des activités, des scénarios d'activité va comporter des informations sur quel est le niveau de développement pour lesquels cette activité-là a été créée. Est-ce que c'est pour les enfants de la naissance à 3 ans ou c'est pour les enfants de 3 ans? Quels sont les domaines potentiels d'évaluation? Donc, en termes de motricité fine, bien, vous avez ici les chiffres que vous voyez, ce sont des références aux items du EIS. Donc, il y a des activités qui ont plus de potentiel de générer des informations sur la motricité fine, la motricité globale, la communication, le domaine cognitif. C'est pas les mêmes habiletés ne génèrent pas toutes les mêmes activités ne génèrent pas toutes les mêmes habiletés, mais elles sont précisées. Hein, c'est comme dans cette activité-là, vous avez plus de chances de voir les habiletés suivantes. Et pour chacun des scénarios d'activité, il y a le matériel qui est précisé et il y a comment animer l'activité. Alors, il est très possible de réaliser un scénario d'activité en collaboration avec la famille, qu'on va filmer et qu'on va se servir par la suite pour être capable d'extraire les informations qu'on a besoin pour compléter l'évaluation. Alors maintenant, je laisse la parole à Colombe pour nous parler de la réalisation de l'évaluation. Donc, Mme Diane nous a parlé, c'est ça, de comment on peut bien planifier, quels sont les différents outils composants de l'EIS qui nous aident là, dans cette planification et cette réalisation de l'évaluation avec le programme. Je vais aller dans les conseils, je dirais, des trucs pratiques sur comment on peut faciliter cette réalisation. Tout d'abord, lorsqu'on commence l'évaluation, inviter le parent à débuter en proposant à l'enfant des activités qui témoignent de ses forces et intérêts. On établit la collaboration dès le départ. On met le parent à contribution dans l'évaluation. Ça nous permet aussi d'aller voir qu'est-ce que l'enfant aime, donc des informations qui vont nous servir tout le long du processus. Autre élément qui peut être intéressant dans l'évaluation virtuelle, c'est vraiment d'utiliser les opportunités qui se déroulent en direct à l'écran. Le programme EIS est réfléchi afin qu'on évalue l'enfant en interaction avec son milieu de vie physique et humain. Donc, concrètement, on est en train de réaliser l'évaluation. L'enfant peut, à un moment donné, demander à manger, avoir faim. On peut demander aux parents, est-ce que
c'est correct pour vous qu'on poursuive l'enregistrement afin que je puisse voir comment la collation, par exemple, se déroule. Donc, assurément, ça va nous donner des informations pertinentes peut-être au niveau de la motricité fine, au niveau du langage, au niveau du domaine adaptatif. Ça peut être aussi des interactions qui se déroulent avec la fratrie. L'idée, c'est vraiment de dire qu'est-ce qui se passe sur le moment, est-ce qu'on peut l'utiliser? C'est des éléments qu'on peut avoir discutés préalablement, justement, dans notre planification que Mme Diane a parlé précédemment. L'idée, c'est de rester flexible. C'est possible qu'on ait à modifier notre stratégie d'évaluation en fonction du besoin de l'enfant, en fonction du besoin de la famille. Dans cette optique-là, bien, laissez la liberté aux parents de proposer des activités, de changer de matériel, de changer de lieu, de peut-être justement proposer, mais je pense que là, pour le moment, aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Peut-être un petit peu plus tard dans la journée, on pourra reprendre. C'est vraiment cette flexibilité-là qui est peut-être un des conseils très importants lorsqu'on fait de l'évaluation virtuelle dans le contexte. On n'abordera pas énormément l'intervention aujourd'hui, mais des petits éléments d'information au niveau de comment le programme peut soutenir l'intervention. Le programme EIS, un des grands avantages, c'est que les suggestions d'intervention qui sont proposées, bien, c'est des suggestions, bien sûr, qui utilisent le jeu, mais qui peuvent venir s'imbriquer dans les routines, dans la vie régulière de l'enfant. L'ensemble des propositions peuvent être mises en œuvre par le parent, par l'éducateur en milieu de garde. Donc, lorsque vous allez faire des recommandations suite à l'évaluation en utilisant des interventions qui sont suggérées, les activités qui sont suggérées dans le programme, bien, elles vont pouvoir être utilisées par le parent ou l'éducateur. Présentement, c'est souvent eux qui sont en contact avec l'enfant et non nous. Donc, on voit l'intérêt de l'utilisation du programme EIS. Le programme contient 2 curriculums d'activité, un pour les 0 à 3 ans, un pour les 3 à 6 ans. Le contenu de ces curriculums est directement relié aux items du protocole d'évaluation. Donc, pour chaque habileté, il y a des suggestions d'activités, des suggestions qui sont au niveau de l'adaptation de l'environnement, au niveau d'activités de routine, ainsi que parfois des activités plus planifiées qu'on peut réaliser. Donc, par exemple, si on a un enfant qui s'en va vers l'école, bien, on peut avoir des suggestions au niveau des habiletés préscolaires. Concrètement, on veut que l'enfant reconnaisse les chiffres de 1 à 10. Dans les adaptations de l'environnement, le programme va suggérer, c'est un exemple, d'avoir un apron pour la collation avec les chiffres écrits 1 à 10 qui pourront peut-être susciter l'enfant un intérêt pour la connaissance des chiffres. On veut travailler la pince pouce-index, mais dans les suggestions, encore là, au niveau des routines, bien, ça peut être de placer des petits aliments dans un petit plat qui vont permettre à l'enfant d'utiliser la pince pouce-index. Et bien sûr, comme je le disais, il y a plein d'activités aussi planifiées par l'adulte, des bricolages, des jeux qui sont suggérés, qui peuvent permettre de travailler plusieurs habiletés pour l'enfant et aussi, bien sûr, d'aller généraliser dans différents lieux avec différentes personnes ces nouvelles habiletés. Je laisse la parole à Mme Diane pour la conclusion. Alors, je pense que ce qu'on souhaitait discuter, partager avec vous, c'est le fait qu'on est bien conscient qu'on est dans un contexte particulier qui amène de nouvelles expériences. Donc, ce contexte particulier doit faire en sorte qu'on est en mesure d'ajuster, hein, ça demande un ajustement, ça demande une adaptation, ça demande de considérer, de faire les choses légèrement, mais en même temps, bien, si on le fait en étant, en s'inspirant de bonnes pratiques qui sont déjà dans votre bagage comme intervenant, en clarifiant, en planifiant, on peut s'assurer d'avoir une bonne évaluation. Parce que là où l'EIS nous soutient beaucoup, c'est en termes d'observer. On sait que l'observation des habiletés de l'enfant est une des façons
privilégié pour aller chercher les données qu'on a besoin pour faire un portrait de l'enfant. Et donc, si vous ne pouvez pas avoir accès directement au comportement de l'enfant par l'observation, bien, virtuellement, vous pouvez quand même voir l'enfant en situation d'activité, en situation de jeu, lors des routines, qui va vous donner des informations par rapport au développement de l'enfant. Donc, il faut voir dans le recours au virtuel à des informations précieuses qui vont vous permettre de pouvoir avoir un portrait le plus juste possible. Pourquoi? Parce qu'on va, avec ce portrait, mettre en œuvre des interventions et évaluer les interventions qu'on va avoir mises en œuvre. On pense également que comme c'est une expérience qui est nouvelle, bien, c'est important de cultiver la patience pour le parent et pour soi-même. Donc, on est dans un contexte nouveau et il y a des apprentissages qu'on fait tous actuellement pour pouvoir négocier avec la situation. Et dans ces apprentissages, bien, la patience est sûrement une qualité à chérir. On pense également que c'est important de féliciter la famille pour l'expérience. De ne pas prendre pour acquis que ben, c'est juste normal qu'ils le fassent et qu'il y ait cette adaptation-là dans ce contexte. Donc, de féliciter la famille en mettant en évidence sa contribution qui, dans le contexte, est probablement une contribution qui est encore plus pertinente, importante et qui va demander à la famille aussi des ajustements. Ce qu'on considère aussi primordial, c'est d'apprendre de cette expérience pour améliorer le processus pour la prochaine fois. Donc, on a vécu, on a réalisé l'évaluation de l'enfant. On a utilisé le IS. Il y a des apprentissages tout simples qu'on fait en cours de processus. Mais c'est important d'être capable d'identifier ces apprentissages-là, nous, comme intervenants, hein, et de reconnaître que la situation nous a amenés à devoir adapter les choses, à devoir changer de l'ordre de certaines des activités qu'on aurait fait, à devoir faire en sorte que on a été encore plus clair, plus organisé dans notre plan d'évaluation et de remercier, dans le fond, la famille pour l'expérience et d'identifier avec la famille les contextes qui sont les plus optimaux, les plus optimaux, pardon, pour faire en sorte que notre intervention, notre évaluation et notre intervention se déroulent bien. Donc, de voir la situation sur laquelle actuellement on a relativement peu de contrôle comme une situation d'apprentissage avec laquelle, bon gré mal gré, on n'a pas le choix de composer, mais que ben, les enfants continuent à se développer, il y a des besoins qui existent auprès des jeunes enfants, les familles peuvent avoir besoin de soutien également, des milieux de vie dans lesquels fréquentés par les enfants comme les milieux de garde. Et donc, ben, comment on peut continuer comme intervenant à soutenir, hein, à aider les jeunes enfants, leurs familles, les milieux qu'ils fréquentent pour ajuster l'intervention. Parce que c'est ça le but hein, du EIS. Le programme EIS nous assure veut qu'on puisse à la fois faire un bon portrait du développement de l'enfant et ajuster nos interventions pour que l'enfant puisse avoir les opportunités d'apprentissage les plus adaptées à ses besoins développementaux. Et donc, c'est pour ça qu'on suggère et qu'on dit, ben,
travailler avec l'EIS, oui, on a des ajustements à faire quand on travaille avec l'EIS, mais l'EIS est aussi une bonne option puisque les suggestions d'intervention ou les personnes qu'on considère comme ayant des informations précieuses sont des personnes qui sont au proche de l'enfant. Donc, si vous, comme intervenant, ne pouvez pas être en intervention directe avec l'enfant dans un contexte sécuritaire, ben, à ce moment-là, elle est encore plus importante, cette alliance nécessaire qu'il faut faire avec la famille et avec les milieux de vie pour pouvoir soutenir la mise en place d'opportunités d'apprentissage et être capable de diminuer les impacts au niveau de l'intervention au quotidien. Alors, essentiellement, pour nous, c'est les messages qu'on souhaitait partager avec vous. Je vois maintenant qu'il est 10h45. On avait laissé une période de 15 minutes pour pouvoir échanger et répondre à des questions plus ciblées. Alors, la parole est maintenant à vous. Vous pouvez écrire vos questions directement dans la section questions et nous allons, que vous pouvez envoyer en privé ou envoyer à tous. Et soit Colombe ou moi, nous allons, ou les deux, nous allons discuter des questions que vous nous faites parvenir. Alors, on attend toujours vos questions. Ça peut être un commentaire également. Alors, on a une main levée ici. Oui. D'accord. Alors, on a ici, super intéressant, merci, merci pour cette présentation, ce fut très intéressant, très clair, merci. Comment impliquer les acteurs en dehors du milieu familial dans la réalisation de l'évaluation? C'est une question qui est fort pertinente. On a dit que c'est, il faut faire en sorte qu'on peut partager la complétion de l'évaluation avec différentes personnes au-delà du milieu familial. Donc, en milieu de gamme notamment. Bon, mais comment on va faire pour avoir accès à des bouts de vidéo peut-être de l'enfant en interaction avec les autres enfants? Bien sûr qu'il y a des dimensions de confidentialité à considérer. Il se peut mais les milieux de garde ont certaines règles par rapport au fait de filmer dans des milieux de garde. Alors, c'est sûr qu'il faut s'ajuster et il faut en discuter avec la direction, avec le personnel de direction du milieu de garde, mais il est tout à fait possible de demander dans les contextes qui sont les plus ajustés, dans les contextes qui respectent le plus la vie privée du milieu de garde et comment s'assurer d'avoir quelques sections, quelques séquences vidéo qui vont donner de l'information, qui vont être utiles pour être capable d'observer le comportement de l'enfant. On parle d'évaluer virtuellement. Il faut savoir aussi de cette façon-là, ce qui est intéressant en partageant ces bouts de séquences vidéo, bien, vous n'êtes pas en train de rentrer, vous, comme intervenant, dans un milieu de garde et comme intervenant, vous travaillez peut-être auprès de 5, de 10 enfants. Donc, on diminue aussi le personnel qui se promène à travers les différents milieux. Alors, il
les routines. Quand on parle de routine, ça peut aussi être la collation, ça peut aussi être quand on joue dehors, ça peut très bien être quand on a un jeu libre. Alors, il est possible de recueillir, de filmer ce matériel et dans le respect des règles de confidentialité. Mais honnêtement, je pense qu'à ce moment-ci, les autres parents vont sûrement être enclins à trouver des solutions pour faire en sorte qu'on a moins d'aller-retour de personnel extérieur dans nos milieux qu'on veut un peu plus là, sécuritaires. Donc, filmer, ça ne demande pas nécessairement un matériel très développé. Ça peut être de courtes séquences pour déjà commencer à faire une première cueillette de données. Et quand on travaille, quand on a dit on fait un plan d'évaluation, on a prévu les moments où on va aussi faire un retour avec les gens du milieu de garde. On va aussi, on va avoir travaillé avec eux pour voir, on parlait tantôt du rapport de la famille, mais on peut travailler avec la partie 1, qui est comment les routines se font dans le milieu de garde. Il se peut qu'on soit dans un contexte d'inclusion. Comment on a pu cibler, bien s'assurer qu'on comprend bien les difficultés particulières de cet enfant à ce moment-ci dans son fonctionnement dans le milieu de garde. Donc, on va l'avoir planifié dans notre plan d'évaluation. À la fois les cueillettes de données, à la fois la discussion avec eux pour voir quelles priorités et à la fois comment on va convenir de travailler conjointement avec eux. Colombe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ça va pour moi, Carmen, je pense que tu as fait le Alors, on s'excuse pour l'écho, on s'est laissé relâcher un petit peu alors qu'on a été très, très, très vigilants durant toute la présentation. Alors, merci, présentation et sujet super intéressant, très intéressant. Nous rappelle à l'importance de la collaboration avec la famille, très intéressant et utile. Merci pour la présentation. Y a-t-il un format en ligne pour l'EIS? Excellente question. Non, pas à ce moment-ci. Et j'en suis tout à fait là, peinée parce que effectivement, la version anglaise a ce qu'on appelle un AEPS en ligne qui permet la complétion en ligne et qui offre toute une série d'options. Il faut savoir qu'ici au Québec, l'édition du matériel d'évaluation n'est pas toujours facile, étant donné qu'on est une population francophone qui n'est pas très grande, mais éventuellement, ce serait tout à fait pertinent et on regarde les possibilités actuellement avec la maison d'édition et la nouvelle version qui est à venir. Actuellement, par ailleurs, si vous achetez l'instrument, vous pouvez nous contacter à la chaire et on va pouvoir, on a déjà fait du travail au niveau des protocoles d'évaluation et pour les faire dans un format qui est le plus approprié pour une utilisation et non pas à être toujours avec le livre, mais l'entente que nous avons est que si vous achetez le matériel, bien, nous, on peut vous offrir certains outils complémentaires qui facilitent votre travail. Alors, est-ce que... Merci beaucoup pour la présentation. Excellent, information très claire, très instructive.
merci. Merci pour cette opportunité, un bel ajout à ma pratique avec les tout-petits. Ah, merci. Et comme je vous dis, advenant le cas où vous souhaitez qu'on prenne un moment pour être vraiment dans comment on soutient les familles ou les milieux de garde dans l'intervention avec les liens. Qu'est-ce qu'on peut faire très, très concrètement avec nos curriculums? Comment on peut faire ce lien-là, avec cette alliance-là avec les milieux de vie, puis comment utiliser le matériel qui est là dans un contexte virtuel. Il serait possible éventuellement de faire un autre webinaire spécifiquement sur l'intervention. Aussi vous dire que s'il y a des besoins de formation, vous pouvez nous contacter et on va voir comment on peut répondre aux besoins de formation avec l'instrument. De vous dire que c'est un instrument qui est vraiment un système intégré. Donc, qui permet, la force du programme EIS, c'est vraiment de lier ensemble l'observation de l'enfant, l'identification des habiletés que l'enfant maîtrise, celles qui sont en émergence, celles qui ont besoin d'apprendre, la sélection de buts et objectifs d'intervention. Alors, avec votre portrait d'enfant, avec votre protocole, vous pouvez déjà utiliser, et il y a une section dans l'instrument qui est des suggestions de plans d'intervention. Donc, quelquefois, quand on fait un portrait de l'enfant, bien, après ça, quand on arrive pour choisir nos objectifs d'intervention, on ne peut pas prendre les items avec certains instruments conventionnels, on ne peut pas prendre les items pour faire nos objectifs d'intervention. Alors, on doit, à ce moment-là, changer d'instrument ou en tout cas, on générer une façon de formuler nos plans d'intervention. Avec le programme EIS, vous avez une section qui sont des suggestions, parce que bien sûr, on adapte toujours en fonction des enfants et des familles, mais qui sont des suggestions de plans d'intervention. Donc, qui permettent, et pourquoi on a pu faire ça, c'est parce que les items de l'instrument d'évaluation sont des comportements observables, mesurables, qui sont des habiletés qu'on veut que l'enfant maîtrise. Donc, c'est ce qu'on appelle les curriculum-based measurements. Donc, ce sont un ensemble d'habiletés qu'on a sélectionnées parce qu'on considère que ce sont des habiletés qui fondent le développement de l'enfant. Donc, elles sont là, ces habiletés-là, dans le protocole d'évaluation EIS, parce qu'elles ont été identifiées comme étant des habiletés pertinentes, utiles à acquérir pour les enfants, qui vont augmenter leur indépendance au quotidien et leur participation avec l'environnement physique et avec l'environnement humain. Donc, contrairement à d'autres instruments où les items sont choisis de façon statistique et sont là uniquement pour témoigner d'un niveau de développement. L'EIS, on est dans une autre vision de l'évaluation. Ces items-là sont des habiletés qu'on juge importantes pour les enfants à acquérir et donc on peut les utiliser pour nos plans d'intervention et on peut les utiliser aussi. Ils sont reliés, tantôt on parlait en contexte de COVID, il faut être clair, ils sont aussi directement liés à des suggestions d'intervention. Donc, c'est une façon de faciliter la navigation à travers le système d'intervention. Alors, je vois qu'il reste 2 minutes. S'il y a une autre question que vous souhaitez poser. Alors, on vous remercie grandement pour votre présence et votre participation ce matin. Je tiens à remercier Colombe Lemire pour sa contribution à la présentation ce matin et aussi Émile de la maison d'édition Books Publishing pour son soutien à la réalisation de l'activité de ce matin. Alors, on vous souhaite une
une bonne journée. Et si des questions en cours de route sur l'utilisation apparaissaient, vous avez à la dernière page, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez nous contacter, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions le plus rapidement possible. Alors, on vous remercie beaucoup de votre présence ce matin. Au revoir. Okay. Bye-bye, everyone.